Imaginez un empire si puissant que chaque changement de dirigeant pouvait faire trembler le monde entier. Un empire où la mort d'un seul homme pouvait signifier la fin d'une ère, ou l'ouverture d'un gouffre encore plus sombre. Cet empire, c'était l'Union soviétique. Et son histoire ne peut être comprise qu'à travers ceux qui, à l'intérieur des murs glacés du Kremlin, détenaient le pouvoir absolu. Des hommes qui, souvent, ne savaient même pas s'ils survivraient au lendemain. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas simplement une chronologie politique. C'est une plongée dans un univers où la paranoïa dominait chaque salle, où la loyauté était un masque, où la trahison pouvait surgir de la personne assise à vos côtés. Tout commence avec Joseph Staline, le maître impitoyable qui transforma l'URSS en un état de fer, soutenu par la peur, les purges et le silence imposé. Puis vient la chute brutale de Lavrenti Beria, l'homme qui contrôlait les forces de sécurité, avant d'être finalement écrasé par la machine qu'il dirigeait. Ensuite surgit Nikita Khrouchtchev, l'homme qui osa dénoncer les crimes de Staline, déclenchant un tremblement interne sans précédent. Suivent les années de Léonid Brejnev, une période d'immobilisme si profonde que l'Empire commença à se fissurer de haine intérieure. Puis Andropov, Chernenko, des dirigeants trop faibles, trop malades, trop tardifs pour freiner le déclin, et enfin Mikhaïl Gorbatchev, celui qui tenta de sauver le système, mais en ouvrant les portes de la liberté, provoqua sa chute irréversible. Ce documentaire, c'est l'histoire d'un empire gouverné par la peur, consumé par ses propres contradictions, et détruit par ceux-mêmes qui tentaient de le préserver. Préparez-vous. Rien de ce que vous pensez connaître sur l'URSS ne va rester intact. Avant de commencer ce voyage à travers les couloirs les plus secrets du Kremlin, je vous demande une chose très simple. Likez cette vidéo et écrivez le mot « soviétique » dans les commentaires. Ce petit geste permet de propulser ce documentaire vers plus de monde et nous aide à continuer à créer des contenus historiques aussi profonds que celui que vous allez voir maintenant. L'histoire que nous allons explorer n'est pas une simple succession de dirigeants. C'est une lutte pour la survie, un cercle de pouvoir où chaque décision pouvait déclencher une guerre, un coup d'État ou une purge. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la planète se reconstruit à peine. L'Europe est dévastée. Les États-Unis s'imposent comme puissance mondiale. Mais à l'Est, derrière le rideau de fer, un géant silencieux se dresse. L'Union soviétique. Un État fermé, secret, intimidant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les vraies batailles n'étaient pas contre l'Occident, mais à l'intérieur même du Kremlin. Qui succédera à Staline? Qui survivra à la lutte interne? Qui tombera sous les coups de ses propres camarades? La succession soviétique N1 avait rien d'équin, un processus politique normal. C était un champ de mine, un espace où l'ambition pouvait être fatale, où la loyauté n'était jamais garantie, où les décisions personnelles redessinaient le destin du monde. Dans ce documentaire, nous allons retracer toute cette ligne de succession, de Staline, le tyran absolu, à Gorbatchev, le réformateur qui, sans le vouloir, mit fin à l'Union soviétique. Vous allez entrer dans un univers de silence, de conspiration, de stratégies cachées et de destins brisés. Installez-vous. L'histoire commence maintenant. Lorsque la Seconde Guerre mondiale touche enfin à sa fin, l'Union soviétique se présente au monde comme un colosse blessé, mais indestructible. 27 millions de morts, des villes entières rasées, des industries dévastées. Tout cela aurait suffi pour effondrer n'importe quel pays, mais pas l'URSS. Pas sous Staline. Car le véritable ciment de cet empire n'était pas la prospérité, ni la liberté, ni même la victoire militaire. C'était la peur, une peur organisée, calculée, entretenue avec une précision presque mécanique. Au cœur de ce système se tenait un homme que ses proches ne connaissaient jamais vraiment. Joseph Staline, né Iosif Djougachvili, avait déjà transformé l'URSS en une superpuissance avant même que la guerre n'éclate. Mais après 1945, il s'érige en maître absolu, concentrant dans ses mains un pouvoir que même les tsars n'avaient jamais possédé. Le pays entier tremble au rythme de son souffle. Chaque phrase qu'il prononce devient loi. Chaque silence, une menace. La reconstruction de l'ex-Union soviétique ne se fait pas seulement avec du béton et de l'acier, mais avec la surveillance.
Les services secrets, le NKVD, puis le MGB, s'infiltrent dans chaque usine, chaque école, chaque quartier, chaque famille. Et à la tête de cet appareil de terreur, un homme redouté de tous, Lavrenti Beria. Froid, calculateur, méthodique, Beria contrôle les arrestations, les exécutions, les camps du goulag et les purges internes. Il sait tout, voit tout, et surtout, il fait peur à tout le monde, même à Staline. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que la paranoïa n'est pas un accident dans le régime soviétique, elle est sa fondation. Staline croit, ou prétend croire, que les ennemis de l'État se cachent partout. Et pour justifier les purges, il lui suffit d'accuser, sans preuve, sans témoin, sans défense. En quelques heures, un homme peut passer de héros du travail à traître du peuple. Et dans une société où tout le monde surveille tout le monde, personne n'ose jamais défendre les disparus. L'URSS devient une machine où la loyauté n'est jamais récompensée, mais où la moindre erreur peut être mortelle. Pourtant, malgré cette atmosphère suffocante, Staline parvient à maintenir une stabilité brutale. Les industries tournent jour et nuit. Les scientifiques soviétiques réalisent des progrès gigantesques. L'armée rouge devient la plus grande force terrestre du monde. Le pays se militarise, se ferme, se renforce. Les frontières idéologiques se solidifient. Le capitalisme d'un côté, le socialisme soviétique de l'autre. La guerre froide commence à prendre forme. À l'intérieur du Kremlin, cependant, quelque chose se fissure. Staline vieillit. Ses décisions deviennent plus irrationnelles, plus impulsives, plus violentes. Il cesse de faire confiance à ses plus proches collaborateurs. Même les dîners privés du dictateur deviennent des épreuves. Personne n'ose sourire trop tôt, boire trop lentement ou regarder Staline trop longtemps. Chacun sait que le moindre geste peut être interprété comme une trahison. Beria, lui, sent que le vent tourne. Il se présente comme le successeur naturel, celui qui contrôle la police secrète, celui qui connaît les secrets de tous les dirigeants soviétiques. Mais en réalité, son pouvoir lui attire autant de haine que de respect. Nikita Khrouchtchev, Gueorgui Malenkov et les autres membres du Politburo voient en Beria une menace aussi dangereuse que Staline lui-même. Puis, en mars 1953, tout s'arrête. Staline s'effondre dans sa datcha, victime d'une attaque cérébrale. Il agonise pendant des heures, entouré d'hommes qui ne savent pas s'ils doivent l'aider ou le laisser mourir. Parce qu'en URSS, la mort des un chef N n'est pas un drame national. C'est une opportunité, une ouverture, un gouffre où tout peut basculer. Lorsque Staline meurt finalement, le pays retient son souffle. À Moscou, des foules immenses se pressent pour voir son corps. Certaines personnes sont écrasées dans la panique, preuve que la peur survit même à son créateur. Mais dans les coulisses, une nouvelle bataille commence immédiatement, celle de la succession. Et la première cible, étonnamment, n'est pas l'héritage politique de Staline. C'est Beria, car pour que le système survive, il faut un bouc émissaire. Et Beria, l'homme de la terreur, devient soudain l'homme à abattre. Accusé de trahison, de corruption et d'ambition dictatoriale, il est arrêté, jugé en secret et exécuté. Sa mort marque un tournant historique. Pour la première fois, la machine de la peur se retourne contre son propre architecte. Mais malgré sa disparition, l'héritage de Staline et Beria continue de hanter le Kremlin. Les archives restent verrouillées. Les purges ne sont jamais reconnues. La population, traumatisée, continue de vivre comme si Staline rôdait toujours derrière chaque porte. Ce premier chapitre se termine sur cette vérité simple. La force de la URSS après 1945 ne venait pas seulement de ses armes ou de son idéologie. Elle venait de la peur. Une peur si profondément enracinée que même après la mort de son créateur, elle continue de contrôler un empire tout entier. Et c'est dans cette atmosphère lourde, incertaine et dangereuse que le prochain dirigeant soviétique devra tenter de gouverner. Lorsque Staline disparaît en 1953, un vide immense s'ouvre au sommet du pouvoir soviétique. Pendant des décennies, l'URSS n'a connu qu'une seule voie, un seul maître, un seul visage. Mais son décès ne libère pas immédiatement le pays. Au contraire, il révèle un système à la fois fragile et explosif, où chaque homme au Kremlin mesure soudain la possibilité et le danger
d'accéder au trône rouge. Au centre de cette lutte silencieuse, un homme que personne ne prenait vraiment au sérieux, Nikita Khrouchtchev. Rond, jovial, impulsif, doté d'un sens politique brut mais étrangement efficace, il semblait, aux yeux des autres dirigeants soviétiques, trop simple pour représenter un danger réel. Pourtant, derrière son apparence débonnaire, Khrouchtchev possédait deux armes que ses rivaux sous-estimaient, la patience et l'instinct. Au départ, c'est Gueorgui Malenkov qui semble destiné à gouverner. Il prend la tête du Conseil des ministres, parle de réforme, adopte un ton plus modéré. Mais très vite, ses adversaires se rendent compte qu'il manque de charisme, d'autorité, de cette froideur impitoyable que le système soviétique exige. Et pendant que Malenkov hésite, Khrouchtchev tisse sa toile. Il construit des alliances, écoute les doléances locales, comprend ce que les cadres du parti veulent vraiment. Stabilité, sécurité, prévisibilité. La chute de Beria accélère ce processus. Après l'exécution du chef de la police secrète, l'appareil de sécurité est réorganisé. La peur change de camp. Les dirigeants soviétiques, pour la première fois, sentent qu'ils peuvent respirer. Un peu. Mais dans ce moment de relâchement, Khrouchtchev perçoit quelque chose que les autres ne voient pas encore. La possibilité de redéfinir l'URSS. Pendant 2 ans, il avance pas à pas. Il prend le contrôle du Parti communiste, la véritable source de pouvoir en URSS. Puis vient le moment qui bouleverse l'histoire. Le 25 février 1956, au 20e congrès du parti, Khrouchtchev prononce son fameux discours secret. 4 heures d'accusations, de révélations, de dénonciation frontale de Staline et de son règne de terreur. Pour la première fois, un dirigeant soviétique ose dire tout haut ce que tout le monde murmurait depuis des décennies. La salle est sous le choc. Certains pleurent, d'autres tremblent. La peur enfouie remonte brutalement à la surface. Car ce discours ne condamne pas seulement Staline. Il remet en question, essence même du système. Le mythe du leader parfait, la propagande infaillible, la machine de répression, tout cela vacille. Mais Khrouchtchev ne s'arrête pas à la dénonciation. Il lance une série de réformes ambitieuses. Libération de milliers de prisonniers politiques. Réduction du pouvoir de la police secrète. Décentralisation économique. Amélioration des conditions de vie en campagne. Pour beaucoup d'ouvriers et de paysans, c'est comme si un souffle nouveau traversait enfin le pays. Les journaux commencent à évoquer prudemment les injustices du passé. La culture s'ouvre légèrement. Des écrivains osent aborder des sujets jusqu'alors interdits. Cependant, cette période d'ouverture, la dégel, reste dangereuse. Car chaque liberté accordée réveille une question taboue. Si Staline avait tort, que reste-t-il de la légitimité du régime? En politique étrangère, Khrouchtchev tente également de rompre avec la rigidité stalinienne. Il visite les États-Unis, tape du poing sur la table aux Nations Unies, tente un équilibre entre provocation et diplomatie. C'est un homme imprévisible, parfois brillant, parfois catastrophique. Il impose un embargo sur Berlin, construit le mur en 1961, mais retire les missiles de Cuba en 1962 pour éviter l'apocalypse nucléaire. Pour certains, il a sauvé le monde. Pour d'autres, il a humilié l'URSS. Ses réformes agricoles, censées résoudre le problème alimentaire, tournent au désastre. La campagne du maïs, inspirée du modèle américain, échoue spectaculairement. Les récoltes diminuent. Les ressources s'épuisent. Les cadres du parti commencent à murmurer de nouveau, cette fois contre lui. Le style personnel de Khrouchtchev agace également. Il parle trop, improvise trop, agit parfois comme un populiste, d'autres fois comme un visionnaire mal compris. Les membres du Politburo, fatigués de ces décisions impulsives, commencent à préparer ce que l'histoire appellera plus tard le coup d'État administratif. En octobre 1964, pendant que Khrouchtchev se repose à sa datcha, il est convoqué à Moscou. On lui annonce calmement que ses erreurs répétées nuisent au pays, qu'il doit se retirer, qu'il n'a plus le soutien du parti. Et Khrouchtchev, dans un geste rare dans l'histoire des dictatures, accepte. Pas d'armée, pas de bataille, pas de fusillade. Il écrit simplement une lettre de démission et disparaît de la scène politique, vivant ses dernières années comme un citoyen ordinaire, surveillé, mais jamais exécuté.
Sa chute marque une transition fondamentale. L'Union soviétique ne veut plus de réformes rapides, de secousses, d'improvisation. Les dirigeants cherchent désormais la stabilité au prix de toute innovation. Et cette quête de tranquillité apparente va ouvrir la voie au prochain dirigeant. Un homme qui symbolise la stagnation, la lourdeur, l'immobilisme, Léonid Brejnev. Khrouchtchev voulait sauver l'URSS en la changeant. Brejnev, lui, tentera de la protéger en ne changeant rien. Et c'est précisément cette immobilité qui scellera le destin de l'Empire. Lorsque Léonid Brejnev succède à Khrouchtchev en 1964, l'Union soviétique est fatiguée des secousses, des réformes brutales, des improvisations risquées. Le parti ne veut plus de surprises. Il veut quelque chose de prévisible, de stable, peut-être même d'ennuyeux. Et c'est exactement ce que Brejnev va représenter. Avec son regard fixe, ses sourcils épais, son ton monocorde et son apparente immuabilité, il incarne un type de pouvoir complètement différent. Rigide, calculé, bureaucratique, presque anesthésiant. À son arrivée, Brejnev ne cherche pas à transformer l'URSS. Il cherche à la figer. Il croit sincèrement que le système soviétique a atteint son apogée et que, il suffit désormais de le maintenir. Pas de réforme majeure, pas de risque, pas de rupture. Juste une continuité méthodique. Il renforce le contrôle du parti sur tous les aspects de la vie quotidienne et rétablit une hiérarchie stricte dans la chaîne de commandement. Et pour un temps, cela semble fonctionner. La stabilité revient. Le peuple soviétique, traumatisé par les purges de Staline et épuisé par les revirements de Khrouchtchev, accepte ce calme comme un répit. Mais sous cette surface tranquille, un nouveau problème commence à se développer, la stagnation. Une stagnation lente, sourde, presque imperceptible au début, mais qui finira par ronger l'empire de l'intérieur. Sur le plan économique, les premières années de Brejnev affichent encore des chiffres respectables. Les industries lourdes tournent, les grandes usines produisent, les régions agricoles se modernisent en apparence. Mais la machine soviétique, déjà affaiblie par des décennies de planification rigide, commence à s'essouffler. Les objectifs fixés par Moscou ne reflètent plus la réalité du terrain. Les directeurs d'usines falsifient les statistiques pour ne pas être punis, les ressources s'épuisent, les innovations technologiques, pourtant indispensables à une superpuissance, deviennent rares. Pendant que l'Occident avance dans l'informatique, les communications et la microtechnologie, l'URSS reste bloquée dans un modèle industriel des années 1950. Les ordinateurs soviétiques sont obsolètes, les téléphones fonctionnent mal, les voitures sont dépassées, les magasins manquent de produits de base. Le système ne s'effondre pas, mais il s'enlise. Il devient lourd, inefficace, incapable de se réinventer. Brejnev, lui, vieillit. Ses discours deviennent plus courts, plus répétitifs, parfois incohérents. Les médecins du Kremlin tentent de masquer la dégradation de sa santé, mais tout le monde sait qu'il n'est plus vraiment aux commandes. Le pouvoir se déplace progressivement vers une élite de bureaucrates, appelés les gérontes, des hommes âgés, prudents, méfiants, attachés à leurs privilèges. Ils ne veulent ni réformer, ni changer quoi que ce soit. Ils veulent simplement durer. Pendant ce temps, l'URSS continue de consommer ses propres forces. L'armée devient gigantesque, engloutissant une part immense du budget national. Les interventions militaires se multiplient. L'invasion de l'Afghanistan en 1979, par exemple, marque un tournant fatal. Un conflit coûteux, impopulaire, interminable, le Vietnam soviétique. Des milliers de jeunes soldats meurent dans les montagnes, et les familles, dans les petites villes et les villages, commencent à percevoir la dimension réelle du sacrifice. Sur le plan politique, Brejnev prône la détente avec l'Occident. Des accords sur les armes nucléaires sont signés. Mais cette apparente ouverture masque une contradiction profonde. À l'intérieur, le régime reste rigide. La dissidence se développe. Les intellectuels réclament plus de liberté. Les minorités ethniques demandent davantage d'autonomie. Et progressivement, l'URSS découvre qu'un empire maintenu par la force ne peut pas éternellement étouffer le désir de liberté. La corruption devient endémique. Les postes importants se transmettent entre amis, entre familles, entre réseaux. Les dirigeants s'offrent limousines, appartements privés, dachas luxueuses,
alors que la population vit dans des immeubles délabrés et fait la queue pendant des heures pour acheter du pain ou du sucre. Le fossé entre le discours officiel, celui d'un pays puissant, juste, égalitaire, et la réalité vessidaire devient immense. Le peuple cesse de croire au slogan. L'idéologie s'émiette. La confiance disparaît. Brejnev meurt en 1982, après 18 ans au pouvoir. Sa disparition n'étonne personne. Elle ne soulève même plus d'inquiétude. Le pays est tellement habitué à l'immobilisme que beaucoup pensent que rien ne changera jamais. Et d'une certaine façon, ils ont raison. Car les hommes qui lui succèdent, Andropov et Tchernenko, ne disposent ni du temps, ni de la force politique, ni de la vision nécessaire pour renverser la spirale descendante dans laquelle l'URSS est enfoncée. Le règne de Brejnev a laissé 3 héritages majeurs. La bureaucratie hypertrophiée, l'économie paralysée et une population désillusionnée. 3 bombes à retardement qui exploseront dans les années suivantes. La stagnation n'a pas détruit l'URSS, pas encore. Mais elle a préparé le terrain. Elle a asséché les ressources, miné la confiance, affaibli le système au point que le moindre choc futur, même une tentative de réforme, pourrait tout faire basculer. Et ce choc va arriver. Il ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de l'intérieur. Il portera un nom. Mikhaïl Gorbatchev. Lorsque Brejnev s'éteint en 1982, l'Union soviétique n'est déjà plus l'empire triomphant qu'elle prétend être. L'immobilisme ronge tout, l'économie est figée, la corruption est chronique, les infrastructures s'effritent. Pourtant, officiellement, rien ne doit changer. Le système soviétique, tel qu'il a été conçu, ne reconnaît jamais ses faiblesses. Il les dissimule. Et dans cette atmosphère de façade tranquille, 2 hommes vont se succéder au pouvoir, portés plus par l'épuisement des autres que par leur propre volonté. 2 dirigeants furtifs, presque fantomatiques, Yuri Andropov et Konstantin Tchernenko. Yuri Andropov, l'intellectuel du KGB. Andropov n'arrive pas de nulle part. Avant de devenir secrétaire général, il dirigeait le KGB, la police secrète soviétique. Contrairement à Beria, il n'est pas un bourreau sanguinaire, mais un stratège, un observateur, un homme qui connaît les failles du système mieux que n'importe qui. Il sait où la corruption se niche. Il sait que les statistiques sont fausses. Il sait que l'économie soviétique est incapable de rivaliser avec la technologie occidentale. Bref, il sait que l'Union soviétique s'effondre. Lentement, silencieusement, mais sûrement. Lorsqu'il accède au pouvoir, Andropov tente ce que personne n'avait osé faire depuis des décennies. Dire la vérité, du moins une partie. Il lance une campagne contre la corruption, limoge des responsables incompétents, envoie des inspecteurs dans les usines. Il parle d'efficacité, de discipline, de modernisation. Pour la première fois depuis Khrouchtchev, on sent un souffle nouveau, un espoir fragile, mais réel. Beaucoup pensent que l'URSS tient enfin un rénovateur, un dirigeant capable de secouer l'appareil vieillissant. Mais la réalité rattrape Andropov. Il est gravement malade. Hospitalisé pendant de longs mois, il gouverne depuis son lit, entre 2 séances de dialyse. Le pays ne voit presque jamais son visage. Le Kremlin devient un théâtre de rumeurs. On dit qu'Andropov ne peut plus marcher, qu'il ne lit plus ses discours, qu'il est maintenu artificiellement en poste pour éviter une crise politique. Ironie est terrible. Homme qui voulait moderniser URSS, a même pas le temps de se moderniser lui-même. En février 1984, après seulement 15 mois au pouvoir, Andropov meurt. Et avec lui, meurt aussi la première tentative sérieuse de réanimation du système soviétique. 2. Konstantin Tchernenko. La continuité jusqu'à l'absurde. La mort d'Andropov ouvre un nouveau vide, que la direction soviétique comble de la manière la plus conservatrice possible, en rappelant Konstantin Tchernenko, un homme âgé, affaibli, parfois incapable de lire un texte sans reprendre son souffle. Si Andropov symbolisait la lucidité, Tchernenko symbolise l'agonie du système. Il est choisi non pas pour son charisme, encore moins pour sa vision, mais parce qu'il ne dérangera personne. Il est la solution la plus simple et la plus dangereuse. Sous Tchernenko, tout redevient comme sous Brejnev.
lent, poussiéreux, immobile. Les réformes d'Andropov sont discrètement abandonnées. Les cadres corrompus reviennent. Les illusions statistiques reprennent. Le pays sombre dans une torpeur institutionnalisée. Les discours officiels parlent toujours de progrès, de stabilité, de victoire du socialisme, mais la réalité n'est plus possible à masquer. L'Union soviétique est malade. Et pourtant, même dans cette paralysie, quelque chose se prépare en coulisses. Dans les réunions internes du parti, un nom revient fréquemment. Mikhaïl Gorbatchev. Jeune, brillant, énergique, Gorbatchev représente le contraire de Tchernenko. Il inspire confiance à ceux qui craignent un effondrement total. Il ressemble à un avenir possible. Et surtout, il est patient. Pendant que Tchernenko lutte pour lire ses discours, Gorbatchev voyage dans les régions, rencontre les ouvriers, parle aux directeurs d'usines, écoute les plaintes, observe le naufrage silencieux du pays. Il prépare le terrain, sans jamais se mettre ouvertement en avant. Il sait que l'heure viendra. Tchernenko épuisé ne gouverne quasiment pas. La plupart de ses décisions sont signées par d'autres, discutées en son absence, appliquées sans qu'il en connaisse les détails. Il incarne un système si affaibli que, il ne peut même plus se donner, elle, illusion d'être vivant. Il meurt en mars 1985, après seulement 13 mois au pouvoir, encore moins qu'Andropov. 3. L'héritage des dirigeants de l'ombre. Andropov et Tchernenko n'ont pas laissé de grandes réformes, ni de grandes victoires, ni de grands discours. Ils ont laissé quelque chose de plus subtil, mais de plus déterminant. La preuve que le système soviétique, tel qu'il existait, était devenu ingouvernable. Sous Andropov, on découvre que la modernisation est nécessaire. Sous Tchernenko, on découvre qu'elle est impossible. L'URSS n'a plus de temps, elle n'a plus de force, elle n'a plus de direction, elle n'a plus de leader capable de gérer une superpuissance. L'appareil politique est trop vieux, trop rigide, trop éloigné de la réalité. Lorsque Tchernenko s'éteint, la question n'est plus « Qui dirigera l'Union soviétique ?», mais plutôt « Est-ce que l'Union soviétique peut encore être dirigée ?» Et c'est dans ce moment d'incertitude absolue, dans ce vide immense au sommet, qu'émerge enfin celui qui tentera de sauver l'URSS en la transformant. Mikhaïl Gorbatchev. Son arrivée marquera le début de la fin, ou, pour certains, le début de la libération. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev accède au pouvoir en mars 1985, il n'a que 54 ans. Dans un Kremlin peuplé de vieillards essoufflés, il semble presque irréel, jeune, énergique, souriant, capable de parler sans lire un papier, capable d'écouter, capable même d'admettre des erreurs. Il n'est pas seulement un nouveau dirigeant, il est un choc, une rupture, une promesse. Le pays qu'il hérite, pourtant, est au bord de l'effondrement. L'économie s'enlise, la productivité s'effondre, les magasins sont vides, les technologies obsolètes. L'Afghanistan saigne l'armée rouge. La confiance de la population est morte. Et dans les coulisses, les économies occidentales, portées par l'informatique et le capitalisme globalisé, prennent une avance irrattrapable. Gorbatchev comprend quelque chose d'essentiel. L'URSS ne peut plus continuer comme avant. S'il ne change rien, le pays mourra. S'il change trop, le système peut s'écrouler. Il est coincé dans une équation impossible. Mais il tente quand même. Il lance alors 2 politiques qui deviendront célèbres dans le monde entier. La perestroïka, restructuration, et la glasnost, transparence, La perestroïka, reconstruire l'irréparable. La perestroïka vise à moderniser l'économie soviétique. Gorbatchev laisse plus d'autonomie aux entreprises, encourage les innovations technologiques, assouplit la planification centrale. Il veut introduire un socialisme plus efficace, plus flexible, plus ouvert sur le monde. Mais la réalité le frappe de plein fouet. Les structures économiques soviétiques sont trop endommagées pour être réformées lentement. Les cadres locaux résistent, les bureaucrates sabotent, les industriels ignorent les directives. Les vieux réflexes étouffent les tentatives de changement. Au lieu de s'améliorer, l'économie se détériore encore plus vite. L'URSS entre dans une crise profonde. Pénurie massive, queues interminables, inflation incontrôlable, baisse de la production. Les Russes, qui vivaient mal sous Brejnev, vivent encore pire sous Gorbatchev. 2. La glasnost.
ouvrir les portes et les cicatrices. Parallèlement, Gorbatchev libère la parole publique. Les journaux peuvent critiquer, les écrivains peuvent publier, les historiens peuvent parler des purges, des camps, des crimes du stalinisme. La société soviétique découvre soudain tout ce qui lui a été caché pendant des décennies. Mais cette libération produit un effet inattendu. Plus les citoyens apprennent la vérité, moins ils croient encore en l'État. Les républiques soviétiques, Ukraine, Géorgie, pays baltes, Asie centrale, commencent à réclamer ce qu'on leur a refusé, la liberté. Les nationalismes dorment depuis des décennies, mais la glasnost les réveille brutalement. 3. Le retrait mondial, la fin de la guerre froide. Sur la scène internationale, Gorbatchev accomplit l'impensable. Il met fin à la guerre froide. Il retire les troupes d'Afghanistan, réduit l'arsenal nucléaire, négocie avec Reagan, signe des traités historiques. Pour l'Occident, il devient un héros. Pour beaucoup de Soviétiques, un traître. Car l'armée rouge, symbole de puissance, est humiliée par le retrait d'Afghanistan. Les militaires russes rentrent avec des cercueils, des traumatismes, des amputations et sans victoire. Dans les rues, une question circule. L'URSS a-t-elle encore un avenir ou seulement un passé? 4. L'année 1991, l'année où tout s'effondre. En 1991, la crise atteint son paroxysme. Les républiques soviétiques sont en rébellion ouverte. L'économie est au bord du gouffre. Le peuple n'a plus confiance. Les dirigeants du parti complotent. En août, un événement bascule l'histoire. Le coup d'État de Moscou. Un groupe de conservateurs, membres du KGB, de l'armée et du parti, tente de renverser Gorbatchev pour sauver l'URSS. Il est retenu prisonnier dans sa datcha. Les tanks entrent dans la capitale. Mais quelque chose d'inédit se produit. Le peuple descend dans la rue. Pas pour défendre le communisme, mais pour défendre la liberté naissante. Les moscovites entourent les chars. Les soldats refusent de tirer. Le putsch échoue. Et un homme, Boris Eltsine, se tient debout sur un tank, devenant le symbole de la résistance au coup d'État. Pour Gorbatchev, c'est une victoire, mais une victoire vide. Car en quelques jours, le Parti communiste perd toute autorité. Les républiques déclarent leur indépendance une par une. Le pouvoir se déplace vers Eltsine. Le Kremlin perd son âme. V. Le 25 décembre 1991. La fin d'un monde. Le soir de Noël 1991, à 19h32, Mikhaïl Gorbatchev apparaît à la télévision. Il annonce qu'il démissionne. Derrière lui, le drapeau rouge à faucille et marteau flotte encore. Mais quelques heures plus tard, à minuit, il est remplacé par un autre, le drapeau tricolore de la Russie. L'Union soviétique n'existe plus. Un empire né dans le sang de la Révolution, consolidé par la terreur de Staline, figé par Brejnev, tenté d'être réformé par Gorbatchev, s'effondre en silence, en quelques signatures, après 69 ans d'existence. 6. L'héritage de Gorbatchev. Sauveur ou fossoyeur? Aujourd'hui encore, Gorbatchev divise, en Europe et aux États-Unis, on le célèbre comme un visionnaire. En Russie, beaucoup le considèrent comme celui qui a détruit un empire. Pour les historiens, il est un homme qui a tenté l'impossible, réformer ce qui ne pouvait plus être. La vérité est simple et tragique. Gorbatchev n'a pas détruit l'URSS, il l'a révélée. Il a retiré les murs et derrière eux, il n'y avait plus de fondation. Et ainsi se termine l'histoire d'un empire dont la succession, de Staline à Gorbatchev, n'est pas seulement une narration politique, mais une tragédie humaine, un tunnel de peur, d'ambition, de réforme, de silence et d'erreurs irréparables. Un empire qui n'a finalement été vaincu ni par une armée étrangère ni par une invasion, mais par lui-même.